Bonjour à tous, bienvenue au Café Change, le podcast où on interroge l'existence. Aujourd'hui, on va l'interroger à travers le biais de l'ésotérisme, du mysticisme aussi et de la spiritualité, grâce à Alain Brett, notre auteur de livre, qui est mon invité. Mais juste avant, j'aimerais que vous preniez 2 secondes, si vous voulez bien, pour vous abonner à la chaîne sur YouTube. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Doudou7 pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez le taper sur votre barre de recherche. Vous n'avez qu'à cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez 2 minutes, venez vous abonner aussi sur notre compte Instagram, bien sûr, où on met pas mal de nouveautés. Pour ceux qui ne savaient pas, on est aussi sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Donc voilà, on est un peu partout, on ne peut pas nous rater. Donc merci d'être plus nombreux à nous suivre de jour en jour et à suivre ce que je fais ici et maintenant. Passons à l'interview d'Alain Brett. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'ésotérisme? Alors, quand on prend le dictionnaire, il y a une définition qui dit science secrète réservée aux seuls initiés. Alors, pour moi, l'ésotérisme, c'est simplement l'étude du monde subtil, de tout ce qui tend. Par exemple, là, nous sommes là tous les deux, nous voyons deux êtres physiques. Si on essayait de se percevoir sur le plan de l'ésotérisme, on parlerait d'âme à âme. Hmm. Je vois un arbre. L'ésotérisme, c'est d'aller étudier toutes les vibrations, toutes les énergies qui se manifestent par l'intermédiaire de cet arbre. L'ésotérisme, c'est la connaissance subtile. Par exemple, quand on, comment dire, quand on se désincarne, quand on est dans le monde subtil, on est quasiment dans la dimension ésotérique de l'existence. Quand on s'incarne, on est dans le monde de la matière. C'est un peu comme s'il y avait un voile qui nous cachait de l'une de nos grandes réalités. Pour moi, l'ésotérisme, c'est ce qui sous-tend toute forme qui existe. Alors, quelle qu'elle soit, ça va d'une plante à un être humain, une planète, un cosmos, une galaxie, l'univers dans sa totalité. Il y a toujours quelque chose, on appelle ça la loi de l'illozoïsme, c'est-à-dire que toute matière, on considère que toute matière est sustentée par une force, alors invisible si on n'est pas clairvoyant. Je ne suis pas clairvoyant, hein, j'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas. Donc une force qui sustend toute matière, quelle qu'elle soit. Voilà, pour moi, c'est ça l'ésotérisme. C'est la connaissance du monde subtil, des vibrations, des mondes énergétiques. Et c'est quelle différence qu'on peut faire entre l'ésotérisme et la spiritualité? Alors, l'ésotérisme, c'est plus mental. La spiritualité, c'est plus le cœur. Donc, il y en a une qui est, là, on est dans une recherche, dans une quête de compréhension. Dans la spiritualité, on est plutôt dans le don, dans l'écoute, dans l'attention à l'autre. Alors, malheureusement, jusqu'à présent, ce sont deux univers qui ne se côtoient pas facilement. Les Hmm. ésotériciens ont peu tendance à mépriser les mystiques à se méfier des ésotériciens parce qu'ils considèrent que ce sont des gens très mentaux, qui n'ont pas de cœur. L'idéal, c'est bien évidemment, c'est d'associer à la fois l'un et l'autre, d'être dans une dimension de réflexion, de conscience, mais le faire avec des élans du cœur. D'accord, avec des élans du cœur. Oui. Ça me fait penser aussi, parce qu'en fait, là, on a défini deux des termes principaux du titre de votre livre. Je le montre un peu au lecteur. Donc, l'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau. Hein. Donc, on arrive au troisième terme, au troisième concept, c'est l'ère du Verseau. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi, mais j'ai vraiment du mal à savoir ce que c'est exactement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? C'est quoi en fait l'ère du Verseau? Alors, l'ère du Verseau, il y a ce qu'on appelle dans, le, dans notre galaxie, enfin non, pas dans une partie de notre galaxie, quand on fait référence aux 12 constellations, ce que l'on appelle le grand zodiaque, le tour du zodiaque. C'est-à-dire que de notre point de vue de la Terre, c'est un peu comme si pendant 26 000 ans, le système solaire avançait le long des 12 constellations du zodiaque. Alors, c'est une illusion d'optique, hein. Il n'y a pas un phénomène où le système solaire avance le long de 12 constellations ou tourne autour de 12 constellations. C'est une sensation que l'on a, ce qui fait que pendant 2200 ans à peu près, on va se retrouver en résonance, je préfère le mot résonance, en résonance avec une constellation qui a des spécificités, qui a des particularités et qui vont imprégner notre système solaire, bien évidemment la planète Terre et bien évidemment tout ce qui vit sur la planète. Et
tout spécialement nous, les humains. Ce qui fait qu'on a quitté une ère des poissons qui est né à peu près juste après la venue du Bouddha et au moment de la venue du Christ. Donc, on pourrait dire qu'à chaque moment, à chaque nouvelle ère astrologique, donc 2100, 2200 ans à peu près, il y a toujours un grand instructeur du monde qui vient apporter une nouvelle révélation. Il y a 2000 ans, c'est le Christ qui est venu apporter la révélation de l'amour. Alors, ça peut paraître curieux, mais quand on cherche dans les annales de toutes les Écritures, le concept d'amour n'existait pas avant l'ère chrétienne. Même le Bouddha, 500 ans avant, c'était pas vraiment de l'amour pur, c'était la compassion. Donc, c'était la préparation. On pourrait dire que la compassion, c'est un peu un satellite de l'amour, parce que la compassion, quand on regarde la traduction, c'est souffrir avec. Donc, on n'est pas encore dans le don total. Donc, il va y avoir l'ère du Verseau, 2000 ans après, il y a une nouvelle révélation qui va être apportée. Pour moi, cette révélation, c'est le bien commun. C'est-à-dire que le concept d'amour commence maintenant. Il a fallu 2000 ans pour qu'il commence à entrer dans la conscience de l'humanité. Et maintenant, ce concept va être vécu de manière collective. C'est-à-dire que ça va être en groupe que l'on va avancer. Il ne va plus y avoir, comme dans les ères précédentes, où les mystiques ou les ésotériciens, enfin les gens qui sont sur un travail de conscience, avançaient seuls. Ils se retrouvaient, eux, face à leur divinité, face au divin, face à leur enseignant spirituel. Donc, c'était un individu qui cherchait à se sauver quelque part, même si c'était en communauté, au sein de temples ou de communautés monastiques et autres. C'était toujours une approche personnelle de moi vis-à-vis du divin. Maintenant, avec l'ère du Verseau, c'est la collectivité, c'est l'union, c'est la coopération. Donc, les êtres de conscience vont avancer en formation de groupe. C'est-à-dire que pour moi, le groupe va devenir de plus en plus important. Un groupe où un être humain ne va pas se perdre à l'intérieur, où chacun va garder son individualité. Et pour moi, la grande particularité, c'est que l'ère du Verseau, à la différence de toutes les ères précédentes, où dans un groupe, il y avait un leader, il y avait un gourou, il y avait un enseignant, un maître spirituel. Aujourd'hui, pendant l'ère du Verseau, enfin pendant les 2000 ans qui restent encore à peu près, il n'y aura plus de leader, il y aura ce que j'appelle moi des focalisateurs, c'est-à-dire imaginons un groupe de personnes travaillent ensemble sur un sujet, sur un thème précis, et à l'intérieur de ce groupe, chaque personne, à tour de rôle, va devenir le focalisateur du groupe. Le temps des gourous, pour moi, est presque terminé. Alors, il y en a toujours qui résistent, qui sont là, bien évidemment. Alors, c'est ça la grande différence de l'ère du Verseau. Dans la prochaine ère, dans 2000 ans, ce sera l'ère du Capricorne. Quelle sera la nouvelle révélation apportée? Là, personne ne le sait. Vivons déjà celle qui nous concerne là pour les 2000 ans à venir. Alors, l'ère du Verseau, il y a des gens qui vont cibler, qui disent, voilà, l'ère du Verseau commençait à telle date, tel jour, de tel mois. C'est pas comme ça, c'est un fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'on est encore dans l'ère des poissons et on est déjà dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'une ère, elle s'installe, elle met en astrologie, on dit que pour qu'une ère s'installe, il faut un décan, 700 ans. Donc une ère, l'ère du Verseau, elle a commencé à peu près il y a 2 siècles et demi. Elle va mettre encore 4 siècles pour vraiment s'installer et pendant tout ce temps, les vibrations de la constellation des poissons se retirent petit à petit et celle du Verseau prend de plus en plus d'ampleur. On peut dire que dans 3 siècles, il n'y aura plus du tout d'émanation de l'ère du poisson, il n'y aura plus que celle de l'ère du Verseau. Mais ce sont des choses, ce sont des états de la conscience. On pourrait dire qu'il y avait une conscience de l'ère des poissons, une conscience de l'ère du bélier précédemment, une conscience de l'ère du taureau encore 2000 ans en arrière, et qu'il y a une conscience de l'ère du Verseau. Mais cette conscience, elle va s'acquérir petit à petit. Encore aujourd'hui, une grande partie de l'humanité est très très loin de vivre les états de conscience de l'ère du Verseau. En plus de ça, elle ne fait que débuter. Une grande partie de l'humanité est encore en résonance aujourd'hui avec les vibrations de l'ère des poissons. C'est-à-dire que la conscience de l'humanité, même celle des grands mystiques, elle est encore aujourd'hui, on pourrait dire, piscéenne, les poissons. Petit à petit, cette conscience va changer. La conscience, c'est ça la différence, c'est que on disait dans l'ère précédente, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Moi, je dis à l'ère du Verseau, j'ai écrit un livre là-dessus, quand le disciple est prêt, le maître disparaît.
S'il est prêt, il n'a plus besoin de maître, parce qu'il va devenir lui-même un point rayonnant, un point de lumière pour une borne sur le chemin, un phare qui va éclairer. Donc voilà les grandes particularités de l'ère du Verseau. Mais au final, tu dis que l'ère du Verseau, donc c'est un peu l'ère du bien commun. Mais quand on voit la place que prend notre ego aujourd'hui dans une société toujours plus individualiste, quelles sont les conséquences en fait que l'ère du Verseau il peut avoir par rapport à le chemin que semble prendre la société? De mon point de vue, la phase égotique, c'est une phase d'évolution. Donc, une grande partie de l'humanité rentre dans la phase égotique, ce qui n'était pas forcément le cas pour la plupart des gens dans les temps reculés, dans les temps passés. Pour moi, c'est un signe des temps, on montre qu'il y a un processus évolutif phénoménal. Ces êtres-là qui rentrent dans une phase égotique aujourd'hui, donc moi-je, quelque part, eh bien, quand ils auront saturé du moi-je, ils vont s'ouvrir à quelque chose d'autre. Ils passeront comment on pourrait dire, ils passeront du personnel au transpersonnel. Donc, pour moi, c'est un grand processus évolutif de voir qu'une grande partie de l'humanité s'ouvre à l'ego. Alors, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile à vivre d'être avec des gens qui sont profondément dans l'ego, mais si ça leur fait un bien fou sur le plan de l'évolution, on va pas leur supprimer ça quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je vois toujours les choses en processus évolutif parce que il y a des gens qui disent, oh là là, c'était tellement mieux auparavant. Oui, il y a encore un siècle et demi. Quelle était la sortie du dimanche à Londres, qui était la ville lumière de l'humanité? Eh bien, on a mené, quand il y avait un supplicié sur la place de Grève, on y allait en famille avec les enfants, voir un être se faire écarteler par des chevaux. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement invraisemblable, ce genre de choses, hein. Mm. Et c'était pourtant, à l'époque, c'était la norme, c'était normal. Donc, il y a un phénomène d'évolution phénoménal depuis la Seconde Guerre mondiale, quelque chose d'inimaginable. Regarde le nombre d'associations humanitaires qu'il y a dans le monde. Ça n'existait pas avant, il y en avait quelques-unes, il y avait la Croix-Rouge et puis quelques religieux, des mystiques qui faisaient le bien autour d'eux. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui s'intéressent au bien-être ou au mal-être de personnes qu'ils ne connaissent pas à l'autre bout du monde. Ça, c'est l'évolution. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on parle d'une évolution des âmes? Oui, absolument. Bon, je dis de conscience, mais la conscience ou l'âme, quelque part, c'est la même chose, hein. Je préfère le terme conscience, il est plus contemporain. On est à l'ère du Verseau, alors prenons des termes qui sont plus contemporains. Ouais. Mais justement, il y avait aussi un triptyque un peu, on va dire, un triptyque de vocabulaire entre la conscience, l'âme et l'esprit. Oui, alors si on prend ça du point de vue mystique, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça c'est la même chose. Si on prend ça d'un point de vue ésotéricien ou de métaphysique, on va faire des distinctions. Mm. La distinction, c'est la suivante, c'est que à un moment donné, l'être, quand il quitte, moi, ce que j'appelle les familles de personnalité, donc des gens qui sont vraiment dans l'ego, qui commencent à penser, à réfléchir, qui s'ouvrent à la dimension mentale, il arrive un moment où ces êtres vont quitter le monde un peu profane et vouloir entrer dans une dynamique spirituelle, ce qu'on appelle la petite voix qui va commencer à résonner en elles. Eh bien, là, ces personnes, à ce moment-là, elles vont commencer à s'ouvrir à la dimension de l'âme en eux ou en elles, puisque ce sont des personnes. Qu'est-ce que l'âme? Pour moi, tout comme l'ego, quand l'humanité est venue sur Terre, dans tous ses débuts, quand l'être était vraiment totalement vierge de tout, il y avait des bourgeons qui étaient implantés en lui. Donc, les bourgeons, c'était la conscience, mais une gradation de bourgeons, on pourrait dire une hiérarchie de bourgeons. Alors, il y en a eu plein par le passé, mais aujourd'hui, la hiérarchie, elle commence avec le bourgeon égo, qui éclot chez beaucoup d'individus. Mais au-delà du bourgeon égo, quand le bourgeon égo a commencé à éclore et à bien pousser, il y a le bourgeon âme qui est là, qui attendait son moment. Et le bourgeon âme, à un moment donné, va aussi éclore et se mettre à pousser. Ce qui fait que l'être va vivre dans une autre dimension jusqu'au moment où il va se retrouver dans ce qu'on peut appeler une phase de bipolarité. D'un côté l'ego, de l'autre côté l'âme. Donc une sorte de terrain de combat entre deux forces en elle, jusqu'au moment où ces deux forces vont s'équilibrer et finissent par se rassembler. À ce moment-là, quand l'être va vraiment être dans ce qu'on peut appeler l'amégo ou l'amigo, c'est je trouve amusant, l'amigo, va
un autre bourgeon qui était là depuis la nuit des temps, qui n'a jamais éclos, va commencer à poindre, que l'on appelle dans le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme, en spiritualité on appelle ça l'esprit, en ésotérisme on appelle ça la monade. Mm. Un autre bourgeon va prendre petit à petit le dessus, et à ce moment-là, par rapport à la phase d'évolution précédente, l'âme, l'ego était le véhicule de manifestation et d'expression de l'âme. Dans la phase suivante, quand on est vraiment dans l'âme, c'est l'âme qui va devenir le véhicule de manifestation et d'expression de l'esprit ou de la monade. Ce qui fait que la monade, c'est l'amour inconditionnel. Mm. À un moment donné, quand l'être va totalement être dans la monade, que l'âme ne sera plus manifestée, aura disparu dans les limbes, parce que c'est quelque chose qu'il aura dépassé, que l'être aura dépassé depuis longtemps, va poindre un autre bourgeon, ça c'est surtout les enseignements orientaux et de l'Inde qui en parlent, mais comment dire, l'Atma, avec un A majuscule. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Oui. Et à ce moment-là, la monade ou l'esprit va devenir le véhicule de manifestation et d'expression de l'Atma. Mais là, on n'est plus dans le règne humain. On a quitté le règne humain, on est devenu un être de lumière. À ce stade d'évolution, c'est le stade de quelqu'un comme le Christ ou le Bouddha. Mhm. Alors, il est évident que quand on arrive à ce niveau-là de conscience, il va y avoir un autre bourgeon qui est toujours totalement dans le silence depuis la nuit des temps, qui va commencer à poindre et qui fait que l'Atma va devenir le véhicule de manifestation et d'expression de quelque chose d'autre. Mais bon, ça, c'est tellement lointain qu'à ma connaissance, aucun enseignement du passé et même du présent n'en a parlé. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend ensuite quand on sera au niveau de réalisation d'un Christ ou d'un Bouddha. Donc Mm. voilà, l'âme, pour moi, c'est un passage d'évolution, comment dire, une sphère de conscience par laquelle certains sont déjà passés, dans laquelle beaucoup se trouvent aujourd'hui et dans laquelle énormément passeront demain, enfin demain, après-demain ou dans la vie suivante. Il y a beaucoup cet aspect collectif que tu sembles désigner. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette conscience collective? Tu parles même de conscience universelle. Oui, il Est-ce y que avait, c'est quoi aujourd'hui la vas-y, conscience universelle, par exemple? ben, la conscience universelle, c'est un concept. Hein. Pour le moment, je ne connais personne qui vive au niveau de la conscience universelle. Déjà, vivre dans la conscience, dans l'amour inconditionnel, c'est déjà énorme. Mm. J'ai expérimenté ça pendant 5 semaines à la suite de mon retour de la NDE. Déjà être dans l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de colossal par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a duré que 5 semaines. À ce moment-là, j'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Ma seule présence était guérisseuse pour les gens. C'est ça, être dans l'amour inconditionnel. Mais la conscience universelle, c'est-à-dire que pour moi, je la vis de la manière suivante. Quand je parle d'un concept un peu abstrait, par exemple, dire que dans quelque temps, l'être humain passera au stade de l'âme à la monade. Pour moi, quand je dis ce sera dans 2-3 siècles, pour moi, c'est demain dans 2-3 siècles. Même si je ne sais pas si j'y serai dans 2-3 siècles, peut-être que j'y serai avant, peut-être que j'y serai après. Mais pour moi, c'est ça, c'est d'avoir une vision globale des choses. Il y avait dans les années 80, il y avait je ne sais plus comment il s'appelait, le secrétaire adjoint aux Nations Unies qui avait lancé un slogan. Il disait penser globalement et agir localement. Et il disait nous sommes sur une planète nous sommes une humanité commune qui a une destinée commune et qui vit sur la même planète. Donc pour moi, c'est ça, la pensée globale, c'est toujours être ouvert à l'inconnu, toujours être ouvert au monde lointain. Moi, je me considère pas comme un Français déjà, je me considère comme un citoyen du monde, Mm. mais je me considère même pas comme un citoyen du monde, je me considère comme un citoyen du système solaire et même un citoyen cosmique. On est tous issus d'essence cosmique. C'est notre véritable demeure, momentanément, même si ça Mm. dure quelques millions d'années. On vit sur la Terre, mais plus tard, on vivra dans d'autres parties de l'univers bien plus vastes. Mm. Des parties de l'univers qui ont des consciences bien plus vastes que celles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement.
Parce que même les univers ont des consciences, les planètes ont des consciences, les systèmes Mhm. solaires ont des consciences, les galaxies ont des consciences. Je pourrais dire, comme certains scientifiques de la conscience, qu'il n'y a que la conscience qui existe, rien d'autre n'existe que la conscience. Mais la conscience avec un C majuscule, hein, Mhm. pas un petit Dis c. que, tu dis que plus tard, tu seras peut-être là dans plusieurs siècles ou pas. Ça Donc je me, serai là, mais pas forcément dans 2 siècles. Je peux pas situer exactement. Mais ça pose la question aussi, justement, le fait que l'on soit d'origine cosmique, un peu, finalement, on peut se demander, sommes-nous immortels? De mon point de vue, bien évidemment que nous sommes immortels. J'en ai déjà eu plusieurs fois l'expérience parce que j'ai fait plusieurs expériences de ce type-là et avoir rencontré des amis et des membres de mon groupe sur 3 vies, ça m'en donne aussi la preuve tangible. Je savais que j'avais au moins 2 vies en Occident avant celle-là parce que je suis plus du tout, plus du tout marqué par les cultures orientales. Mais je savais pertinemment que j'avais vécu en Inde, au Tibet, en Chine, au Japon, où j'étais samouraï. Mais je ne suis pas allé si loin là dans mes rencontres. Je l'ai fait sur 3 vies, vies passées. Et c'est vrai que j'ai eu la confirmation que j'avais vraiment eu 2 expériences de vie en Occident depuis de très très nombreuses en Orient dans des nombreux passés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as eu cette confirmation et comment est-ce que d'autres personnes peut-être pourraient vérifier? Tout simplement que quand j'ai eu quand j'ai fait cette NDE, donc j'étais dans un coma très profond. Les chirurgiens ne savaient pas s'ils allaient pouvoir me ramener. C'était même un peu perdu d'avance pour eux. Et donc j'ai traversé un pont de lumière, un très long pont. Je n'avais jamais entendu parler de ce pont, hein. Et une fois de l'autre côté, il y avait une bonne centaine de personnes qui m'attendaient. Donc habillés suivant les modes de 3 époques différentes, donc 2 occidentales et une orientale, des moines tibétains. Je connaissais tout le monde très précisément, comme tu disais tout à l'heure, comme si je les avais quittés 15 jours auparavant, quoi. C'était des amis très très proches et qui étaient Mhm. venus me chercher. Donc voilà comment j'ai eu la confirmation de ces au moins 2 vies en Occident. Je savais que une était au 19e siècle, que j'avais sûrement été théosophe. La précédente, c'était plutôt 2 siècles auparavant, j'avais sûrement été franc-maçon. Je pense, là, j'ai pas confirmation. Théosophie, oui, franc-maçon, je sais pas. Mais bon, comme dans cette vie, je l'ai été à un moment donné, je me suis intéressé, donc je pense que je l'ai été par le passé. Et j'ai toujours été très proche des enseignements de l'Inde et du Tibet. Mhm. Même sans, par exemple, quand j'ai commencé à l'âge de 24 ans à m'intéresser à cette dynamique de vie, j'ai entendu pour la première fois enfin, j'ai assisté pour la première fois à une scène de théâtre no japonais. Je parle pas le japonais, hein. J'étais chez moi, je connaissais tout, je savais ce qui allait se passer, je connaissais quasiment le texte. La première fois que j'ai entendu de la musique indienne, j'étais chez moi, la musique classique indienne. Quand j'ai entendu Mhm. des mantras tibétains, pareil, j'étais chez moi. Quand j'ai commencé à lire ces enseignements, je comprenais tout de suite. J'avais pas besoin de passer beaucoup de temps dessus, ça m'était totalement familier. Voilà, c'est des choses qui m'ont montré que même avec le jeu de Go, un jour, un ami me dit, tiens, je voudrais t'initier au jeu de Go. Moi, j'aime pas les jeux de société, je joue jamais. Pour lui faire plaisir, j'ai dit oui. Il m'explique que c'est très compliqué, je comprends pas grand-chose, mais je me dis c'est un jeu de stratégie. Donc, j'imagine une stratégie comme ça. Et il a mis 4 heures pour me battre. Il aurait dû me battre en 10 minutes. Et il me dit, tu es quand même gonflé de me dire que tu connais pas le jeu de Go parce que tu as mis sur pied la stratégie d'un moine japonais du XIIe siècle. Il me dit, je suis en train de lire le livre et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Alors après, à un moment donné, moi, j'ai perdu pied, quoi. J'avais mis une stratégie sur pied, mais bon, j'ai pas pu aller beaucoup plus loin parce que lui, j'avais en face de moi un spécialiste, mais il a quand même mis 4 heures pour me battre. Mais la stratégie, je serais incapable de la refaire aujourd'hui, ou alors comme ça, ce serait par intuition. Je Mhm. reprendrais le truc ou j'élaborerais une nouvelle stratégie. Donc, j'ai eu comme ça des quantités ouais, de preuves de vie passée, surtout avec l'Orient.
Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport aux facilités que l'on a ou lorsqu'on se retrouve dans une situation soi-disant inconnue et qu'en fait on se rend compte qu'on est en maîtrise totale de ce qui est en train de se passer? Mais oui, par exemple, quelqu'un qui va s'intéresser du jour au lendemain à l'astrologie, c'est très complexe l'astrologie, hein, à moins de commencer sérieusement à l'étudier pendant 3 ans, arriver à faire un thème sérieux, c'est pas facile, hein. Mais il y en a, ils commencent, bah, ils sont chez eux tout de suite. Voilà, ils retrouvent des choses qui leur étaient familières, des connaissances, des pratiques, des habitudes, des aptitudes. Hmm. On est en train de, Ça arrive à beaucoup de monde, hein, ce genre de choses. on est en train de le sous-entendre sans le dire, mais là, clairement, on parle de réincarnation, hein. Bah, c'est l'un de mes grands dadas, la réincarnation. J'ai écrit des livres là-dessus. C'est mon grand thème avec les synchronicités et les égrégores. Donc, Ouais. enfin, non, je réfléchis souvent beaucoup aux phénomènes. Par exemple, j'ai habité pendant longtemps auprès de 2 centres équestres. J'ai une de mes filles qui a travaillé pendant des années dans un centre équestre. Il n'y avait que des jeunes filles ou des femmes sur les chevaux. Il y avait très peu d'hommes, très peu de garçons. Donc, j'ai réfléchi à la question. J'ai dit, c'est pas normal parce que dans les temps passés, qui montait à cheval, c'était pas les femmes, c'était les hommes. Et aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y a énormément de femmes dans notre dynamique et relativement peu d'hommes? Bien, mon idée est la suivante, c'est que tous ces hommes comme toi et moi qui pendant longtemps se sont incarnés dans des corps masculins parce que bah, c'était la seule possibilité, dans des corps de femmes, on n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir étudier certains champs de la conscience. Eh bien, il arrive un moment où il faut quand même changer de polarité, surtout à l'heure de l'ère du Verseau, qui est l'ère de la rééquilibration des polarités yin et yang. Eh bien, beaucoup parmi nous se sont incarnés et s'incarnent encore dans des corps de femmes, enfin d'enfants, de filles. Et ils ne font que retrouver leurs anciennes habitudes. Qui montaient à cheval par le passé, les hommes, ils s'incarnent en femmes, ils continuent à monter à cheval. Donc, Mhm. moi, des choses comme ça, je passe mon temps à réfléchir là-dessus, sur tous ces phénomènes, les phénomènes de réincarnation d'une époque à une autre, d'une civilisation à une autre, des groupes ethniques, qu'est-ce que sont devenus les populations qui peuplaient l'Empire romain il y a 1500 ans, il y a 2000 ans, que sont-ils devenus? Alors, je cherche des traces dans l'histoire, s'il y a des groupes humains dans telle catégorie, dans tel pays, qui auraient des similitudes, qui remettent en place des choses qui étaient. Enfin, voilà, je fais ça tout le temps. Je m'amuse. Tu nous as parlé des égrégores. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer un peu ce que c'est? Alors, un égrégore, c'est la contrepartie psychique d'un groupe de personnes. Donc, un égrégore, il faut être au moins 2 pour qu'il y ait un égrégore. Mais bon, les égrégores, ça fonctionne pour tout, hein. Ça fonctionne pas que pour l'homme, ça fonctionne pour les animaux, ça fonctionne pour les plantes, ça fonctionne pour les planètes. L'univers est un immense égrégore. Donc, l'égrégore, c'est la partie psychique de, d'entités qui habitent des corps matériels comme nous, comme une planète, comme un système solaire. C'est le double animateur, ce qui fait que 2 êtres se rencontrent autour d'une idée, je sais pas, une idée quelle qu'elle soit, de mettre en place quelque chose. Ils créent un égrégore, donc ils vont créer une forme pensée dans les éthers de l'espace, donc il va être là quelque part au-dessus d'eux. Et cette forme pensée va être quelque part le double du groupe physique. Et cette forme pensée va commencer à être vitalisée par les intentions émotionnelles des personnes, par le mental des personnes, par les émanations spirituelles, si elles sont de nature spirituelle. Donc cet égrégore va grossir. Tiens, je vais prendre un exemple. Imaginons que demain, j'ai l'idée de monter, imaginons que j'adore les papiers peints. Bon, Hmm. c'est pas mon cas, mais imaginons. Et puis, j'ai envie de créer un système comme le tarot ou la numérologie ou le yiking avec des papiers peints. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aller chercher dans des magasins spécialisés des papiers qui vont me parler. Je vais les acheter, je vais les découper d'une certaine manière et je vais les agencer et puis je vais commencer à faire ou de la divination ou de la psychologie avec ce jeu de papier peint que j'ai mis en place d'une certaine manière.
je vais faire donc des consultations. Et puis à un moment donné, je vais me mettre à enseigner le truc. Et il va y avoir de plus de gens qui vont se mettre à étudier d'abord et à enseigner cette méthode avec les papiers peints. Ce qui fait qu'un égrégore va se créer et grossir, 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 ce qui fait qu'un jour, eh bien, ça va devenir quelque chose qui sera dans l'inconscient collectif de l'humanité. Mon système avec les papiers peints sera aussi connu que l'astrologie, le tarot ou la numérologie. Et ça fonctionnera parfaitement parce que plus il y aura de personnes qui vont se focaliser dessus, plus l'intention, c'est toujours une question d'intention, l'égrégore, plus l'intention sera forte, eh bien, plus le truc fonctionnera. Est-ce que ça représente aussi un patrimoine un peu de l'histoire de l'humanité qui nourrit en fait la conscience universelle et lui permet de grandir? Un être né en Italie, Hmm. on va couper les cordons à son premier souffle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer toute la pensée, toutes les émotions du pays dans lequel il est né, qui a une longue histoire. Même si l'Italie est née qu'à la fin du 19e siècle, elle a quand même une longue histoire derrière elle. Donc il va aspirer en lui l'histoire de cette nation, la religion de cette nation, la culture de cette nation, ce qui fait qu'il va aimer les pâtes, tout simplement. Non pas parce que les pâtes, c'est meilleur qu'autre chose. Il est italien, il va aimer les pâtes. Il est né en Belgique, il va aimer les moules frites. Ça, c'est ça les égrégores, c'est on est conditionné quelque part par une sorte de force du collectif. Alors, le but, bien évidemment, quand on grandit conscientiellement, c'est de se défaire de ces conditionnements collectifs et d'aimer les pâtes non pas parce qu'on est italien, mais parce qu'on aime véritablement ça, pour soi-même, pas pour faire comme tout le monde. Mhm. Et comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour se défaire? Ah ben, il faut déjà en prendre conscience. Parce que on ne peut pas, on vit. Ben tiens, toi, avec ton émission, tu as créé un égrégore. Nous, Hmm. moi, avec ma femme, avec notre école d'art-thérapie, on a créé un égrégore. Donc, on vit en permanence au sein d'un égrégore. On vit en France, on est au sein de l'égrégore français. On est à Paris, on vit à Paris, on est au sein de l'égrégore parisien. Moi, j'habite à Nantes, au sein de l'égrégore nantais. Le truc, c'est d'être conscient de ce qui se passe, de ces forces du collectif qui sont là, des forces de conditionnement, et de ne pas être pas entraîné par elles. C'est pas de se protéger, c'est de faire en sorte qu'elles passent et puis elles ne touchent pas. Finalement, on parle Ce sont des prises de conscience, hein, d'une prise de conscience en fait de l'influence de notre environnement et de sa culture. absolument. Mhm. Et du Et pouvoir qu'il puis, peut avoir et, sur nous. et puis, il n'y a pas que. Imaginons une personne qui veuille aller vivre sur une île déserte, se couper de tous les égrégores. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se connecter à l'égrégore de tous ceux qui veulent aller vivre sur une île déserte. Donc, il sera connecté à un collectif. Alors, il sera peut-être que petit le collectif, peut-être qu'il n'aura que quelques centaines de personnes, mais il sera là. Et il y a des égrégores qui peuvent durer comme ça des milliers d'années. Les égrégores religieux, par exemple, l'égrégore de la franc-maçonnerie, qui se réactualise à des époques différentes, qui s'est Mhm. réactualisé au 9e siècle et qui s'est réactualisé au XVIIe siècle, mais qui s'était réactualisé auparavant chez les Juifs au moment de la construction du temple de Jérusalem, qui s'était réactualisé bien avant en Égypte au moment de la construction des temples et des pyramides. Donc voilà un égrégore qui est là, omniprésent depuis peut-être des milliers d'années, mais qui s'adapte. Il est toujours là en suspension, ce qui fait que des gens qui sont susceptibles ou qui ont déjà été connectés à cet égrégore par le passé, qui sont susceptibles de vouloir le refaire vivre, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien, à une époque donnée, ils vont se reconnecter ou ils vont créer quelque chose de nouveau qui va attirer d'autres personnes et ils vont continuer la force de l'égrégore. L'égrégore nazi, les nazis ont été combattus, ont été battus en 1945, mais l'égrégore n'a pas été dissous. Il est toujours là en suspension et il Mhm. suffit qu'il y ait un groupe quelque part paramilitaire ou un groupe de personnes ayant des idées totalitaires peut se reconnecter à cet égrégore et va acquérir une sorte de force, de puissance grâce à cet égrégore. Mhm. Et On parle, pareil pour les choses de valeur, hein. Si bien on sûr. prend le monde de la psychologie transpersonnelle aujourd'hui, se connecter au monde de la psychologie transpersonnelle, c'est un bon égrégore. Parce qu'un égrégore, il y a des égrégores limitatifs
Il y a les égrégores neutres. Alors, la majorité sont des égrégores neutres. Par exemple, je sais pas, une amicale de club bouddhiste qui se crée, ça va pas forcément induire sur le conscient ou l'inconscient de la personne. Et il y a les égrégores qui sont féconds. Alors, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'égrégores limitatifs, pas forcément suffisamment d'égrégores féconds, mais au fur et à mesure qu'on va entrer dans l'ère du Verseau, il y en aura de plus en plus. Ce qui fait que les égrégores limitatifs vont perdre d'importance, vont perdre de force, et les égrégores du fécond vont en prendre davantage de plus en plus. Mais ce seront des égrégores où les personnes seront conscientes de ce qu'elles font, de ce qui se passe. Elles ne seront plus conditionnées comme ça de manière inconsciente par Mm. des forces qui les dépassent. Et Mm. pourtant, des forces qui les dépassent, mais qu'elles ont créées elles-mêmes. Est-ce que cet égrégore, il est contenu aujourd'hui, est-ce qu'il est contenu dans l'éther, par exemple? Est-ce qu'il est contenu dans un élément? Oui, il est sur le plan, on pourrait dire qu'il est sur le plan éthérique, au-dessus d'une masse de personnes. Alors, quand Ok, je dis au-dessus, c'est pas forcément au-dessus à quelques mètres de la oui, tête, bien sûr. hein. Quand je dis au-dessus, ça peut être, on peut se connecter, on peut être connecté à un égrégore dont la majorité des personnes se trouvent, je sais pas, se trouvent au fin fond de l'Inde. C'est possible, mais on est influencé. Si on est connecté, si on est en résonance, eh bien, je ne sais pas si en physique quantique, on dit que deux particules, quand elles sont mises ensemble à un moment donné, si on les envoie l'une et l'autre à l'autre bout de la galaxie, elles restent toujours connectées dans l'instant. Donc, si ça marche pour les particules élémentaires, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour les hommes, hein. Mm. Les hommes avec un H majuscule, hein. Et ça Oui. marche aussi pour les animaux. Mais pourquoi des individus sont connectés aux animaux? Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui entretiennent des relations entre l'animal et son maître. Il y a des personnes qui sont connectées profondément avec les animaux, d'autres qui sont connectées avec les plantes. On dit qu'elles ont la main verte. Il y a des personnes qui sont connectées avec le monde minéral. Alors, Mm. pourquoi? Il faudrait connaître l'histoire de chacun pour le savoir, mais grosso modo, on peut dire que dans leur vie passée, ces personnes se sont intéressées à tel ou tel domaine de la vie et sont devenues peut-être des spécialistes et elles ramènent ça dans la vie suivante. L'amour pour les plantes. L'inventeur là, du polygraphe, c'est-à-dire le détecteur de mensonges, avait une plante dans son bureau qu'il adorait. Et un jour, il a eu l'idée comme ça de brancher les électrodes sur les feuilles de la plante et d'envoyer des intentions. Et il s'est rendu compte que la plante envoyait des vibrations, elle réagissait. Ah Alors, ouais. par moment, quand il s'approchait d'une feuille avec la fausse intention de brûler la feuille, la plante ne réagissait pas. Mais s'il s'approchait pour vraiment brûler la feuille, la plante envoyait une impulsion. Mm. Ses travaux étaient tellement connus parce il était membre de la CIA que le FBI est venu le voir un jour parce qu'il y avait eu un assassinat dans un bureau et il y avait 7 ou 8 personnes qui étaient considérées comme le potentiel tueur, mais ils n'arrivaient pas à savoir lequel des 7. Ils ont fait appel donc à cet homme. Il est venu avec ses électrodes parce qu'il y avait une plante dans le bureau. Et donc, ils ont fait rentrer chacune des personnes les unes après les autres. Et à un moment donné, la plante a eu une impulsion très forte. C'était l'assassin. La plante avait assisté à un assassinat et ça l'avait marqué profondément. Mm. Mais donc, ça veut dire aussi que le règne végétal et animal a aussi justement cette sorte de conscience, en fait, au même titre que nous. Alors, une conscience animale pour les animaux, une conscience végétale pour les végétaux. Et puis, par exemple, les animaux, il y a une hiérarchie de conscience. Un moustique ne peut pas avoir la conscience d'un éléphant, d'un chat ou d'un chien. On pourrait dire qu'il y a une hiérarchie de conscience et que sûrement au sein du règne animal, le but suprême de l'évolution, les génies du règne animaux sont sûrement des chevaux, enfin, ceux qui sont en lien avec l'humanité, bien évidemment, avec l'homme. Les chats, les chiens, les éléphants, les otaries, enfin, tous les animaux qui sont en contact avec l'homme développent des facultés qui sortent du cadre référentiel du monde animal. Moi, ça fait des années que j'ai des animaux, des chiens et des chats. Mon chien actuel, là, qui est là en train de dormir sur le canapé, il éprouve des sensations. Il y a
comment dire, il a des impulsions, il a des émotions qui sont très fortes, il développe des émotions, il développe même une sorte alors pas de pensée, mais d'imagination. Il se connecte à ses maîtres, à ma femme et à moi. Il est capable de savoir à l'avance, quelques secondes avant que l'on fasse le moindre geste, ce que l'on va faire. Donc, bien évidemment, oui, les plantes, les animaux, même les roches, ont des consciences. Alors, bien évidemment, la conscience du règne minéral, pour nous, elle est en sommeil total. La conscience du règne végétal n'est pas facile à entrer en contact avec elle. C'est plus facile de rentrer en contact avec la conscience des animaux supérieurs, ceux qui nous côtoient, avec lesquels nous sommes. Est-ce que c'est possible pour nous, êtres humains, justement, bien de se réincarner dans ces autres types, justement, Alors ça, c'est minéral, une animal, déformation de la loi de métempsychose. En Orient, donc c'est surtout en Inde et au Tibet, le peuple, donc les orientaux sont réincarnationnistes, mais c'est pas parce qu'on est réincarnationniste que l'on connaît les lois de la réincarnation, les lois de la métempsychose. On peut avoir des connaissances très fractionnelles, très simplistes, ce qui fait que beaucoup d'orientaux se sont imaginés que l'on pouvait se réincarner dans des animaux. On a ça dans l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise, ce ne sont que des animaux. Je connais un petit peu l'astrologie chinoise et j'ai contacté pas mal de Chinois. Pour un Chinois, être né de l'année du rat ou du cochon, c'est pas glorieux. Ils ne s'en vantent pas. Mais un Chinois qui est né l'année du dragon ou l'année du tigre, il en fait quelque chose c'est très bénéfique. Même au fin fond du village, d'un village de paysans, celui qui est né l'année du dragon, il a un statut supérieur aux autres. Ce qui fait que ça a été très facile de s'identifier à des concepts animaux. Quand tu dis ce n'est qu'un rat, l'autre, donc penser qu'un être humain qui était dans sa vie présente, qui a été ce n'est qu'un rat, alors pas comme un rat, parce que le pauvre rat, il y est pour rien, mais comme l'idée que l'on se fait de quelqu'un qui est comme un rat, faire le saut à penser qu'il va se réincarner dans un rat, voilà, c'est facile à le faire. Non, la métempsychose, c'est la loi de réincarnation et de désincarnation. Ce n'est pas le fait de se réincarner dans un animal, ça c'est une dénaturation. Métempsychose, parce que quand on parle de la réincarnation, on ne parle toujours que d'un aspect du processus. C'est comme si qu'on faisait que se réincarner. Mais pour se réincarner, il faut d'abord se désincarner. Donc la métempsychose inclut à la fois l'incarnation et la désincarnation. Mais dans le pire des cas, un être d'une vie sur l'autre va stagner. Il ne peut pas régresser. Alors, en tout cas, revenir dans un corps d'animal, c'est pas possible. Même dans le corps d'un être de conscience, de conscience moindre qu'à celle qu'il était dans sa vie passée. Même ça, c'est pas possible. Dans le pire des cas, c'est comme l'alpiniste qui va faire un arrêt sur on appelle ça là, les camps de repos là. Oui. Et il va y rester un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Donc, dans le pire des cas, c'est ce qui va se passer. Un être va retrouver le niveau de conscience qu'il avait dans sa vie précédente sans le dépasser. Mais en règle générale, si on vivait dans un monde parfait, tout le monde de vie en vie évoluerait constamment. Au Je dis pire, on bien est si on bloqué, vivait dans un monde parfait. au pire, on est bloqué à la gare, quoi, à la station. Voilà. Après, on attend le taxi et qui vient pas. On attend ça, ouais. Ouais, alors donc finalement, au niveau de la réincarnation, finalement, on va toujours vers le haut. On évolue. Oui, c'est ça, vers le haut, oui, absolument. Mmh. Vers toujours plus de conscience, vers plus de connaissances, d'aptitudes, de tout, quoi. Est-ce qu'à partir de là, toi, tu vois comment le concept d'enfer, dans le cadre de l'enfer et du paradis? Oh ben, l'enfer, il est déjà sur Terre pour certains. Donc, s'il est sur Terre pour certains, ben, quand il se désincarne, il sera aussi sur le plan astral. Il y a un film qui est génial pour ça, c'est, comment il s'appelle Au-delà de nos rêves. Je ne Mmh. sais pas si tu l'as vu, ce film. Non, ça me parle pas. C'est avec Robin Williams. Il joue le rôle d'un père de famille. Les enfants ont un accident et meurent. Donc la femme est peintre
Et lui, voulant aider des gens, lors d'un accident, il meurt aussi. Et en se désincarnant, comme il est amoureux profondément de sa femme et qu'il adore la peinture de sa femme, il se crée le monde des peintures de sa femme. Donc, il va vivre dans les peintures de sa femme. Sa femme, à un moment donné, ses enfants, son mari sont décédés, elle tombe en dépression et elle se suicide. Et elle se retrouve dans un lieu de désolation qui correspond à son état de conscience. Elle n'est pas punie. Ou l'autre, le mari, il est pas au paradis, bien qu'il se soit créé un paradis, puisqu'il vit dans les peintures de sa femme. Même au début, c'est très drôle, il patauge dans la peinture. C'est comme s'il marchait véritablement dans un terrain qui était fait de peinture. Il patauge jusqu'à la taille dans ses peintures. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se désincarne, chacun se crée l'univers qui est en relation avec son champ intérieur de conscience. Ce qui fait que sur Terre, on a une planète qui est d'un certain volume. On a un terrain d'expérimentation qui est quand même assez restreint. Mais quand on se désincarne sur le plan subtil, sur le plan subtil, il n'y a pas de limite. Chaque individu, parmi les milliards d'individus qui existent, chacun peut se créer son propre univers. Sur le plan subtil. Donc, quelqu'un qui est dans une dynamique de joie, de bien-être, de bonté, de générosité, il va se créer un univers qui correspondra à sa dynamique. Quelqu'un qui est dans une dynamique de peur, il va se créer un univers où la peur sera permanente. Alors, pour l'un, on appelle ça le paradis, pour l'autre, on appelle ça l'enfer. Moi, j'appelle ça la création de chacun. Et par exemple, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans l'univers de l'ésotérisme, ou de la spiritualité, justement, un moyen d'aider ces personnes-là qui se retrouvent dans une situation de forte peur, par exemple? Quand on se désincarne et que l'on est dans une dynamique évolutive, que l'on est dans le bien commun sur Terre, eh bien, quand on se désincarne, on va faire la même chose. On va aller aider ceux qui sont dans le mal-être. Je préfère le mal-être plutôt que l'enfer. Donc, moi, les personnes que j'ai rencontrées, là, les 100 personnes qui étaient, c'était une bonne centaine qui étaient venues m'attendre, elles faisaient tout ça, c'était toute leur mission en tant qu'être désincarné, d'aller aider chacun à sa manière. Celui qui a été psychologue, eh bien, il aura une manière dans sa vie présente, il aura une manière particulière d'aller accompagner et aider les autres. Quelqu'un qui a été artiste, il va aider différemment. Quelqu'un qui a été, je sais pas, économiste ou politicien, il le fera d'une autre manière. Mais quand on est désincarné, qu'on est un être de conscience, bien évidemment, on continue à faire ce que l'on faisait sur Terre, mais avec des aptitudes et des possibilités qui sont autres. Par exemple, sur le plan subtil, voler, sur le plan de l'au-delà, voler, c'est normal. Sur Terre, ça l'est pas. Vouloir rencontrer quelqu'un qui peut se retrouver sur une autre sphère, une autre fréquence, on peut le faire dans l'instant sur le plan subtil. Sur Terre, il faut déjà connaître son adresse, il faut prendre sa voiture, le train, l'avion, il faut se déplacer. Tout est plus simple. Mais on a d'autres aptitudes, on a d'autres possibilités, mais comme je dis toujours, un génie n'est pas plus génial sur le plan subtil, un imbécile n'est pas plus imbécile sur le plan subtil, un imbécile reste un imbécile, un génie reste un génie, jusqu'à ce que le génie devienne un super génie et que l'imbécile quitte cet état-là et devienne quelqu'un de conscient et d'intelligent. On garde nos aptitudes, mais en ayant d'autres facilités, d'autres aptitudes, d'autres particularités que l'on n'a pas sur Terre. Et puis, on pourrait dire que sur Terre, on expérimente, sur le plan subtil, on va recueillir le fruit de notre expérience sur Terre. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde, mais grosso modo, on pourrait dire que c'est comme ça que les choses sont censées se passer. Mais comment trouver sa mission de vie, justement? Il peut y avoir des aides. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure la numérologie, l'astrologie, le tarot, la psychologie. Ce sont des aides qui peuvent nous être précieuses pour trouver notre philosophie de vie, notre sens de l'existence. L'astrologie, pour moi, c'est l'outil le plus performant, en tout cas jusqu'à présent. Et puis après, il y a aussi les intérêts des uns et des autres. Quelqu'un je prends
le violoniste Yehudi Menuhin, à 4 ans, il se promène à New York avec ses parents. Il passe devant un magasin d'instruments de musique, il voit un violon en vitrine, il dit à ses parents, il demande à ses parents de lui acheter. Les parents ne veulent pas, il pique une crise, il se roule par terre, il bave. Il n'a fait que retrouver dès l'âge de 4 ans une aptitude qu'il avait. Il est devenu un grand violoniste très vite. À 9 ans, il faisait des concerts. Donc, les gens comme ça qui ont eu des aptitudes très très fortes, qui ont peut-être travaillé pendant des vies et des vies dans le même domaine, ça revient très vite à la mémoire, ce genre de choses, même si c'est inconscient. Pour les autres, bah moi, en tout cas, pour moi, il a fallu que je tombe gravement malade pour que je réoriente complètement le sens de mon existence et que je me mette à réfléchir, à penser et à me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et alors, j'ai pas forcément trouvé tout de suite, hein, mais je me suis rendu compte que j'ai gravité pendant des années autour de mon centre, mais j'étais à la périphérie, mais je me rapprochais de plus en plus jusqu'au moment où j'ai eu un tilt. Je me suis dit, mais oui, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et tu faisais quoi avant? Eh bien, j'ai été dans le monde du livre, mais d'abord j'ai été représentant dans le monde du livre. Après, j'ai ouvert une librairie. Après, j'ai monté une maison d'édition. Et puis un jour, ma femme me dit, mais t'en as pas marre d'éditer des livres que tu pourrais écrire et même mieux que ceux que tu édites. Ça m'a fait un choc. Donc, je me suis mis à écrire. Donc, moi, ma mission, c'est par l'écriture, d'abord, avant tout. Avoir une femme qui permet aussi justement d'avoir des Oui, mais elle aussi, elle a trouvé sa combinaisons comme mission ça. de vie. Elle a trouvé, et je l'ai aidée à trouver la sienne. Elle m'a aidé à trouver la mienne. Voilà. Hmm. Mais comment on fait, par exemple, aujourd'hui, justement, parce que je trouve que c'est une problématique très actuelle, pour trouver le bon partenaire, par exemple, en s'appuyant sur toutes les connaissances là qu'on a? Ah, ben ça, si je savais, je serais riche, hein. C'est vrai que ça pourrait, ouais. Moi, je, je l'ai trouvé parce que j'avais eu comme ça j'avais vécu longuement avec 2 femmes auparavant, puis ça s'était pas forcément bien terminé, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Alors, une fois, c'est peut-être la faute de l'autre, 2 fois, pour les mêmes raisons, j'y suis aussi pour au moins 50%. Donc, Hmm. pendant 2 ans, j'ai fait un travail sur moi. Et puis, un jour de l'an, là, j'étais invité à une soirée. Et en souhaitant bonne année à la fille d'un grand éditeur français, je me suis dit, c'est cette année et elle sera écrivaine ou peintre. Voilà, c'était comme Mhm. ça. Et 6 mois après, j'ai rencontré Marie-Odile et il se trouve elle était en train d'écrire un roman. Elle m'a demandé un tirage de tarot parce que je tirais le tarot à l'époque et je me suis rendu compte que c'était la compagne de ma vie, mais je ne lui ai pas dit parce que elle était avec quelqu'un à ce moment-là. Ah, Donc moi, le tarot m'a beaucoup aidé. Mais bon, il n'y aurait pas eu le tarot, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein. J'aurais quand même poursuivi, j'aurais attendu qu'elle quitte l'homme avec lequel elle était pour me présenter, vraiment. mhm. Et moi, le tarot a été déterminant. J'y suis tout de suite. Je lui en ai parlé longtemps après. Quand je lui ai enseigné le tarot, je lui ai raconté la soirée où j'avais vu que c'était elle, que c'était la femme. On était fait pour être ensemble, quoi, pour continuer, Mhm. pour cheminer. Et ça, c'était il y a 35 ans. Bravo. Et aujourd'hui, si jamais tu rencontres une personne lambda, hein, pas forcément très spirituelle, on va dire, pas forcément connectée à tout ça, mais qui souhaiterait commencer pour faire les premiers pas dans cet univers, tu lui conseillerais quoi? Mon livre? Par de celui-là, effectivement, Oui, mais je l'ai écrit pour ça, ce livre. qui est un Je l'ai livre blanc incroyable, hein, je tiens juste à le dire, honnêtement, Je livre l'ai blanc. écrit pour les personnes qui veulent avoir, enfin, je plaisante sans plaisanter, parce que Mhm. jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai été face à ce genre de personnes, alors si elles me posaient des questions, bien évidemment que je répondais, mais on peut pas répondre à tout. Et puis il y a même des questions auxquelles la personne ne peut pas penser. Donc je leur conseillais quelques ouvrages de ce type-là, mais qui ont été écrits il y a plus un siècle et demi. Et malheureusement, j'avais pas de livres contemporains à leur proposer. Alors c'est vrai que ces livres sont intéressants, ils sont même souvent passionnants, mais l'écriture est un peu traditionnelle. Et puis même, il y a des concepts qui aujourd'hui sont un peu surannés, quoi. Et je me dis, il faudrait que j'ai un livre pour proposer à ces gens-là. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire un livre de plus de 700 pages, hein, parce Ouais. que j'ai voulu toucher à peu près les grands thèmes, enfin ceux qui me semblaient être les grands thèmes, en tout cas les thèmes que des personnes, quand je parle avec des personnes qui cherchent des thèmes qu'elles mettent sur le tapis, quoi.
bien Donc sûr. voilà, j'ai voulu répondre aux questions, aux nombreuses questions qui me sont posées depuis bien longtemps, quoi. Ouais, Voilà c'est clair. pourquoi j'ai écrit ce livre. Écoute, tu l'as fait en tout cas, c'est 700 pages de pur bonheur, hein, on va dire. Mais honnêtement, ça se mange comme un gâteau. À chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Et puis à chaque fois, on apprend un nouveau truc, donc c'est vraiment top. D'ailleurs, je vais lire une partie, si jamais Et tu puis, alors, permets. c'est pas parce que c'est ésotérique que ça doit être complètement illisible, hein. Ah non, 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 au Les, les, contraire ésot- même. l'ésotérisme, il faut que ce soit très clair. Au contraire même, je l'ai Ouais. vraiment trouvé très très clair. Et je vais lire d'ailleurs cette partie-là, c'est juste avant l'avant-propos. Tu fais une sorte de petit poème, je dirais. Donc en fait, ça commence par le véritable but à atteindre est rarement celui qui est perçu initialement. Souvent obscurci, la vision ne permet pas toujours de percevoir l'ensemble du chemin d'évolution à parcourir. Cette quête de l'amour et de la vérité ouvre les portes donnant accès à l'âme. L'âme qui attend pour éclore, l'âme qui aspire à croître, l'âme qui souhaite ardemment manifester son essence spirituelle, l'âme qui veut donner et partager, l'âme qui cherche à s'unir au tout. L'âme détient en son sein le potentiel de la plus grande des sagesses. L'âme qui est amour est la réalité intrinsèque de chacun. L'âme représente l'unité une et indivisible de la matière et de l'esprit. Alain Brett. Eh bien, bravo, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a lancé. Je me suis dit, ah, très inspirant. Allez, hop, j'y vais. Et du coup, je me suis fait les 700 pages. À l'âge de 24 ans, quand j'ai commencé à lire le premier livre d'ésotérisme, c'était un livre d'Annie Besant qui s'appelait Réincarnation Karma, qui était rempli de termes sanscrits auxquels je ne comprenais rien, qui étaient même pas traduisibles la plupart du temps. J'avais pas de dictionnaire mais même si je n'ai fait que percevoir l'idée générale du livre sans le comprendre vraiment, tout d'un coup, j'ai eu des quantités de réponses à des questions que je m'étais jamais posées jusqu'à présent. Et ça a été le déclic. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça ma voie. Eh bien, tu as eu bien raison de l'apprendre, celle-là, parce que ça nous apporte à nous aussi des réponses et des clés. Surtout que tu vulgarises assez bien et ça nous permet vraiment de nous rendre compte, en fait, et de nous approprier finalement ces concepts-là aussi. Ben, c'est mon objectif de rendre ça clair et lisible au plus grand nombre. Parce que nous, dans notre formation, on a souvent affaire à des personnes qui lisent très très peu, des femmes Mm. qui sont plutôt mystiques, qui lisent pas beaucoup. Et comme c'est aussi l'un de mes publics en lecture, donc j'essaye d'être vraiment le plus clair possible. Alors, c'est pas toujours facile surtout quand on arrive vers les derniers chapitres, là, le 21, 22, 23, où on est dans des concepts cosmiques. Mais même là, j'essaye quand même de j'aime pas le terme vulgarisation parce que c'est un peu dévalorisant, mais j'essaie Oui, de faire comprendre des choses qui sont hyper complexes, hein. De les faire voilà, c'est comprendre ça. en tout cas de faire réfléchir dessus. Voilà. Même sans donner de réponse, si la personne se met à réfléchir là-dessus et trouver elle-même ses propres réponses, c'est gagné. Est-ce que tu pourrais nous donner un tips parce que donc tu parles du moment présent aussi et en fait moi ça m'a questionné parce que j'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui plus dans l'immédiateté que dans le présent et j'aimerais savoir bah, pour toi comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter au moment présent? Ben, pour se reconnecter au moment présent, il aurait déjà fallu vivre l'instant présent. Et moi, par expérience je m'intéresse beaucoup à l'histoire, l'histoire des cultures, des civilisations. Il n'y a pas beaucoup de personnes jusqu'à présent qui ont vécu l'instant présent, dans le moment présent. C'est quelque chose qui commence à être tout à fait nouveau dans le monde de la spiritualité, vivre l'instant présent. Donc, pour moi, vivre l'instant présent, c'est encore une preuve de cette évolution de la conscience qui, qui est en pleine exponentielle depuis quelques dizaines d'années. Le simple fait de vouloir vivre l'instant présent, eh bien, c'est être le plus à même, le plus performant, le plus à l'écoute, le plus présent dans ce que l'on fait. Par exemple, moi, quand je fais les courses, je pense qu'aux courses. Je pense pas à autre chose. Même si je vais acheter que des pâtes, je pense pâtes et je vais chercher les meilleures pâtes possibles que je ferai cuire de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, Mhm. pour moi, il est hors de question, quand je fais, je sais pas, je fais une soupe, je fais des pâtes, il est hors de question qu'elles soient moins bonnes que la fois précédente. Donc, j'y mets tout mon cœur. Voilà, tout simplement. Donc, vivre à Mhm. l'instant présent, c'est être totalement présent, connecté à ce que l'on fait là.
Je vais écouter un concert de musique, je ne vais pas penser est-ce que j'ai bien éteint les lumières en partant à la maison. Je suis au concert de musique et je ne pense qu'à ça. Je suis complètement dedans. Par exemple, quand je fais tous les week-ends, on fait notre formation d'art-thérapie évolutive. À 18 heures, quand ça se termine, à 18 heures, c'est fini. Je pense plus à ce qui s'est passé, ça ne me concerne plus. Je me connecte sur la musique que j'ai envie d'écouter et après, je vais me connecter sur le repas que je vais faire le soir. Et après, je vais me connecter sur le film que je vais mettre, que je vais regarder. Voilà. À chaque fois, c'est toujours être disponible à ce que l'on fait, là, maintenant. Ce qui fait que même dans un domaine que l'on ne connaît pas, quand on vit l'instant présent, quand on se met dans un domaine que l'on ne connaît pas, on ne fera jamais très mal les choses. On les fera peut-être pas forcément bien, mais en tout cas, on se saura appliquer. On se saura dépasser. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que ça peut aussi être un remède contre, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Oui, 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 absolument. Mais la charge mentale, c'est génial d'avoir une charge mentale. L'humanité, elle découvre ça petit à petit. Le mental, dans les époques passées, l'humanité, elle n'était pas du tout mentale. Donc, il vaut mieux avoir une charge mentale que pas de mental du tout, hein. Et petit à petit, la personne, elle va se décharger de cette charge mentale et elle va l'assainir et puis elle va commencer à penser de manière plus précise, plus juste. Elle va avoir une vision des choses plus vaste. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des signes d'évolution. Même si certains considèrent que ce sont des mal-être momentanés. Alors, c'est vrai que pour ceux qui le vivent, ça peut être un mal-être, mais sur un plan global, c'est une évolution. Est-ce Ça que montre tu, que l'humanité, la conscience de l'humanité est en pleine expansion. est-ce que tu vois toujours les choses de manière Toujours, globale, comme toujours, ça? Mhm. toujours. Je suis incapable de faire autrement. Ah oui, et ça te permet de Mais, voir en mais fait toujours en je suis, principe je de. suis pas né avec, hein, je suis pas né comme ça. C'est venu petit à petit, bien évidemment. Mhm. Ah Oui, oui, excuse-moi, je t'ai pas entendu ce que tu as dit là. mais du coup, ça te permet de voir toujours les choses sur un principe d'évolution Toujours, toujours. et de rester optimiste aussi, parce que Ah, finalement, totalement. c'est quand Même même dans les une pires carte. moments, même dans les pires moments, il y aura toujours quelque chose de bon qui en ressortira. Et là, je Mhm. parle pas pour moi, là, je parle pour tout le monde, l'humanité en général. Et alors, Mhm. même la Seconde Guerre mondiale, même le nazisme a permis cette éclosion du collectif de l'humanité. Beaucoup se sont dit plus jamais ce genre de choses. On peut plus, c'est plus possible. Donc, même le pire a souvent permet au meilleur d'apparaître. Mhm. Enfin, quand je dis souvent, c'est quasiment toujours, hein. Bien sûr, après l'obscur vient la lumière d'abord, hein. Moi, c'est la pire des maladies que j'ai eues qui m'a permis de rebondir, de ressurgir, de me reconnecter à mon essence que j'avais perdue pendant 24 ans. Mhm. Ça t'a remis en question en réalité. Ça m'a remis sur mes rails. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'étais désaxé de ton chemin? Bah, parce que je me suis incarné dans une famille où c'était pas les valeurs qui étaient prônées, c'était les valeurs classiques, un père autoritaire, un peu violent. Donc, j'ai vécu un peu dans la survie pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Et puis, petit à petit, j'ai fini par me retrouver quand. Mais mon père a été mon premier grand initiateur. C'est-à-dire qu'il m'a montré ce qu'il ne fallait pas faire. Ouais. C'est génial. Je me disais, Pratique. quand j'étais enfant, je me disais, éduquer les enfants, je ne sais pas trop comment il faut faire, mais en tout cas, je sais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je vis tous les jours. Donc voilà, Mhm. j'ai eu l'expérience par la négation. Et ça m'a permis de retrouver très vite la contrepartie. C'est Mhm. pour ça que le jour où j'ai rencontré la psychologie transpersonnelle, je suis tombé dedans. J'étais chez moi. Ça m'a donné tous les outils qui me manquaient pour élaborer ce genre de pensée féconde. Mhm. Justement, si aujourd'hui on peut dire un mot pour les personnes peut-être qui traversent une période qui est difficile, toi tu leur dirais quoi? Demain sera meilleur. Mhm. Parce que moi, j'ai eu plusieurs fois, hein, je suis passé par la case hôpital à plusieurs reprises, parce qu'à chaque fois que j'ai une avancée de conscience, ça passe par le corps, mais c'est pas marrant. Mais après, ça fait de bons souvenirs.
Même dans les pires moments, par exemple, la première fois, ça a duré 9 mois. Pendant 9 mois, j'étais alité, je ne pouvais pas bouger, j'avais des douleurs terribles en permanence dans le corps, c'était affreux. Maintenant, ça me fait rire, ça m'amuse, c'est une anecdote quand je raconte ça. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Sans ça, je n'aurais pas atteint ce point-là. Je serais un peu en arrière quoi, de moi-même. Est-ce qu'on peut dire que tu as de la gratitude envers ce qui t'est Absolument. arrivé? Même envers mon père, il a été mon premier grand initiateur. Alors que quand j'étais enfant, j'aurais voulu le tuer. Bien sûr. Mais Ouais. l'adulte en toi a réussi à faire autre chose. Ah ben oui, absolument. Aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Je lui dis merci. Hmm. Est-ce que justement, là, on n'est pas aussi dans le pardon? Ah ben oui, le pardon d'abord et après la gratitude. Hmm. Comment J'éprouve est-ce une que toi, grande tu fais? gratitude envers mon père parce que, et je te dis, c'est lui qui m'a permis, qui m'a remis véritablement sur mes rails. Hmm. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à lui pardonner? C'est venu comme ça. J'ai pas fait grand-chose. Le jour où j'ai compris ce qu'il m'avait enseigné, c'est venu tout seul. Hmm. Parce que c'est ce que j'ai compris dans cette expérience où j'ai rencontré une centaine d'amis de 3 époques différentes. Ils n'étaient pas venus me dire bonjour, ils étaient venus me chercher, me considérer comme leur gourou. J'étais leur gourou. Et j'ai eu un mal fou dans cette vie. J'ai mis une dizaine d'années à me débarrasser de cette étiquette. J'avais des gens qui venaient n'importe quand pour X raisons, parce qu'ils pensaient que ou que j'étais un maître spirituel ou que j'étais l'accompagnateur d'un grand maître spirituel. Et j'ai eu un mal fou à me débarrasser. Alors j'ai réussi, fait qu'aujourd'hui je suis plus du tout connu. Alors bon, Ça marche, tu vois. l'impersonnalité, je suis peut-être allé un peu trop loin, mais c'est bon, c'est pas grave, vaut mieux ça que le contraire. Et, et je me suis rendu compte que je pouvais avoir sûrement par le passé, donc avec l'expérience que j'ai vécue avec les gens qui m'attendaient, et dans les 10 premières années de 25 à 35 ans, avec les gens qui arrivaient comme ça de tous bords venir, j'aurais pu leur raconter n'importe quoi, ils prenaient ça comme parole d'évangile. J'ai eu l'expérience de laisser les autres libres de ce qu'ils sont. Et je pense que dans mes vies passées, j'ai été un gourou et sûrement le gourou à l'ancienne mode, c'est je parle et tu obéis. Et donc, Hmm. mon père m'a mis face à ça, face à la nécessité de laisser les autres libres, de ne pas leur imposer ses propres vues. Pour ça que j'ai beaucoup de gratitude envers lui, parce qu'il m'a permis de changer les paramètres de mon existence, Hmm. de passer de l'enseignant air des Boissons à l'enseignant air du Verseau. C'est-à-dire que quand le disciple est prêt, le maître n'apparaît plus, il disparaît. Voilà. Hmm. J'ai pas mis en place une méthode psychologique particulière. C'est venu comme ça. Ouais, c'est venu comme ça, en fait. C'est une sorte de Ouais. maturité de Voilà, conscience, absolument. finalement. Maturité de conscience. Ouais. Hmm. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire donc l'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau, Alain Brett. Voilà, je pense que vous allez retrouver toutes les réponses toutes les réponses aux questions que vous vous posez, donc sur l'ésotérisme et la spiritualité, et bien sûr sur l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes officiellement, et peut-être Entrée. dont on peut tirer quelque chose de vraiment très bien. En tout cas, c'est en évolution constante. Je pense qu'on peut avoir confiance. Se mettre en résonance avec ces nouvelles fréquences de l'ère du Verseau. Hmm. Mettre en résonance avec des fréquences énergétiques. Se laisser habiter par elles. On dit adombré en ésotérisme. Adombré. Adombré, on est adombré. Hmm. Eh bien, adombrez-vous. Adombrez-vous. Je ne sais pas si ça peut se conjuguer. Si, Et, moi j'ai le verbe adombrer, je le conjugue c'est vrai. à tout bout de champ. Oui, oui. Alors, si vous êtes comme Alain, n'hésitez pas à le conjuguer et surtout, abonnez-vous, évidemment. Et merci Alain, en tout cas, pour cet échange super riche. Merci à toi, merci à Encore une vous. fois. J'espère à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Alain. Donc aujourd'hui, nous avons fait un pas ensemble dans l'ésotérisme et la spiritualité. Et on a essayé de s'initier très clairement aux arcanes de cet univers grâce aux éclaircissements de Alain Brett, notre cher professeur sur ce coup, qui a pu nous éclaircir un peu les idées. Donc voilà, son livre Alain Brett, l'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire, c'est 700 pages de bonheur, mais ça se mange comme un petit gâteau. Et vous allez découvrir pas mal de choses, déjà les choses dont on a parlé si vous souhaitez aller plus loin.
N'hésitez pas à vous abonner, effectivement, ok, déposer un petit like, un petit j'aime, des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas forcément toujours très faciles à aborder, et je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment fait preuve de simplicité dessus, hein. On a essayé de mettre un petit étalage de douceur. Donc si vous avez pu prendre connaissance et prendre conscience de cet échange, moi je vous dis le travail est fait. À bientôt mes amis.